Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Ce soir, les grandes conférences catholiques ont l'honneur de recevoir à leur tribune Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'allocution de Madame von der Leyen marque le 90e anniversaire de notre tribune. Cet anniversaire, nous aurions aimé le célébrer avec Madame la Présidente von der Leyen et avec vous tous, chers et fidèles abonnés, dans cette très belle salle du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la salle Henri Leboeuf, salle dans laquelle notre tribune a accueilli par le passé quelques-uns des plus éminents de nos conférenciers, ceux dont les noms ont traversé l'histoire, pas seulement celle de notre tribune. Je songe ce soir notamment aux pères fondateurs de l'Union européenne, à Robert Schuman, à Alcide de Gasperi, à Konrad Adenauer ou à Paul-Henri Spaak. Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, conjuguées à l'incendie des toits du Palais des Beaux-Arts, survenu il y a juste 8 jours, ne le permettent pas. C'est donc en duplex depuis le Berlaymont que Madame la Présidente von der Leyen s'adressera à notre tribune, et c'est dans l'intimité de vos foyers que nous célébrons ce soir cet anniversaire. En vous accueillant, Madame la Présidente, à l'occasion de l'anniversaire de notre tribune, c'est votre conviction européenne, mais aussi votre personnalité altruiste et généreuse, forgée de vos profondes valeurs humanistes, que nous voulons mettre en valeur. En devenant, en 2019, la première femme à occuper le poste de présidente de la Commission, vous avez, Madame, déjà marqué l'histoire de la construction européenne. Au regard des multiples défis auxquels l'Union européenne fait face depuis votre entrée en fonction, et je songe, bien entendu, à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques que nous subissons tous chaque jour à travers le monde, mais aussi aux enjeux climatiques, il ne fait aucun doute que votre présidence laissera une empreinte profonde. Elle marquera durablement les politiques et le fonctionnement de l'institution que vous avez la charge de diriger. Elle marquera aussi la manière dont les Européennes et les Européens perçoivent leur appartenance à notre Union. Pour vous, Madame la Présidente, Bruxelles est en quelque sorte un retour aux sources. Ici, à Bruxelles, carrefour et capitale de l'Europe, vous êtes chez vous. De fait, vous y êtes né, l'année de l'exposition universelle, et vous y avez vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Votre père, Ernst Albrecht, participa activement en 1958 à la mise sur pied de la toute première Commission européenne. Après avoir travaillé pour la CECA, il occupa les fonctions de chef de cabinet du commissaire à la concurrence, puis de directeur général de la redoutable division de la concurrence, dans les commissions présidées par son compatriote Walter Hallstein, puis par le Belge Jean Rey. Après une parenthèse dans le secteur privé, votre père, Ernst Albrecht, accomplit une brillante carrière politique en Allemagne. Il fut ministre-président du Land de Basse-Saxe de 1976 à 1990. Le parcours de votre père fut sans doute pour vous une source d'inspiration. Européenne de naissance, européenne également par vos gènes, car vous appartenez à une ancienne famille hanséatique, ayant eu des connexions en Angleterre, en Amérique du Nord, mais aussi en France, en Italie et aux pays baltes, vous êtes naturellement ouverte au monde et vos études en témoignent. Vous étudiez d'abord les sciences économiques en Allemagne, puis à Londres, où, à la suite de menaces d'enlèvement par un groupe terroriste d'extrême gauche, la sinistre fraction armée rouge, vous suivez les cours de la prestigieuse London School of Economics sous le nom d'emprunt de Rose Lenson, le nom d'une de vos ancêtres américaines, et ce, sous la protection du Scotland Yard. Après les sciences économiques, c'est la médecine que vous étudiez, et vous serez diplômé docteur en médecine de l'université de Hanovre.
En 1986, vous vous mariez avec Eiko von der Leyen, qui deviendra professeur de médecine. Votre couple a 7 enfants. David, l'aîné, qui a aujourd'hui 33 ans, Sophie, Donata, les jumelles Victoria et Johanna, Egmont, un prénom qui rappelle bien la Belgique, et enfin Gracia, la cadette qui a 21 ans. Docteur en médecine, chargé de cours au département d'épidémiologie, de médecine sociale et des systèmes de santé, autant de qualités qui aujourd'hui doivent vous aider à appréhender la crise actuelle. Vous vous consacrerez aussi un temps principalement à votre foyer, pendant que votre mari enseignait à l'université de Stanford aux États-Unis. Avec la charge d'une famille très nombreuse, dont des jumelles, j'imagine aisément que cette dernière fonction, celle de mère de famille, ne fut pas la moins astreignante. Après plusieurs années passées aux États-Unis, vous revenez en Allemagne, en Basse-Saxe. Votre carrière politique débute au sein de la CDU, l'Union chrétienne démocrate, et elle est rapide. En 2001, simple conseillère communale, vous êtes élue en 2003 députée régionale, puis dans la foulée, nommé ministre régional et dès 2005, vous devenez ministre fédéral de la famille dans le premier gouvernement d'Angela Merkel. Votre combat pour l'instauration d'une allocation parentale et pour assurer l'accès des familles à des services de garde d'enfants a été salué. En 2009, alors que vous êtes ministre du Travail, vous œuvrez pour l'instauration d'un salaire minimum et la représentation des femmes au sein des conseils d'administration. En 2013, vous devenez ministre de la Défense, partisane d'une armée européenne. Vous êtes la première femme en Allemagne à ce poste, que vous occuperez jusqu'à votre désignation à la tête de la Commission européenne en 2019. Dans le discours au Parlement européen précédant le vote de votre investiture, vous n'avez pas hésité à rappeler aux eurodéputés votre forte conviction européenne, celle, et je vous cite, d'une Europe de la paix, une Europe unie, une Europe des valeurs, cette Europe, disiez-vous, qui m'a guidé tout au long de ma vie et de ma carrière, en tant que mère, en tant que médecin et en tant que femme politique. Je vous remercie, Madame la Présidente, chère Madame von der Leyen, d'avoir bien voulu nous partager la force de votre conviction et la générosité de vos valeurs. Ce sont également celles que défend notre tribune depuis aujourd'hui 90 ans. Madame la Présidente de la Commission européenne, j'ai l'honneur de vous céder la parole. Monsieur le Président des grandes conférences catholiques, Monsieur Cornu, chers invités, Mesdames et Messieurs, en 90 ans d'histoire, les grandes conférences catholiques ont accueilli les esprits les plus brillants de chaque génération. Des lauréats du prix Nobel et des membres de familles royales, de grands présidents et philosophes, les hommes qui ont construit une Europe unie et ceux qui ont fait tomber le mur de Berlin. Je suis donc reconnaissante de me joindre à vous ce soir, d'autant plus que je suis ixelloise de naissance. Je suis née à Bruxelles et j'ai toujours beaucoup aimé cette ville, pour son côté à la fois si intimiste et si ouvert sur le monde. Les grandes conférences catholiques ont contribué à forger cet esprit. C'est un endroit où la tradition rencontre la modernité, où la ville rencontre le monde. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Ce soir, je vous parlerai du travail que nous avons accompli dans les institutions européennes, mais j'aimerais aussi vous parler de certaines idées en lesquelles je crois, de ma conception de la politique. Je parlerai des vaccins et de la relance par la suite,
Mais lors d'une crise d'une telle ampleur, il est important de toujours garder à l'esprit ce qui guide notre action quotidienne, ce qui nous donne la force de combattre le bon combat chaque jour. C'est une conception de la politique que j'ai apprise de mon père, qui était fonctionnaire ici à la Commission européenne avant de se présenter aux élections en Allemagne. Je pourrais la résumer en 3 lignes. La politique comme service à la communauté. La politique comme responsabilité personnelle. Et la politique comme vision et pragmatisme. C'est ce qui m'a amené à faire de la politique au niveau local il y a plus de 20 ans. Et j'ai redécouvert ces 3 idées ces derniers mois depuis le début de la crise du coronavirus. Premièrement, la politique comme service. Lorsque la pandémie a frappé l'Europe, des millions d'Européens ont retroussé leurs manches et cherché à aider leurs voisins dans le besoin. Nous les avons vus en action ici en Belgique. Les bénévoles qui faisaient les courses pour les personnes âgées, les prêtres qui essayaient d'aider les personnes ayant perdu leur travail, les associations qui ont récolté des fonds pour soutenir les hôpitaux. Ils sont les bons samaritains de notre époque. Le samaritain est quelqu'un qui décide de donner de son temps et de son argent pour aider un homme blessé sur le bord du chemin. Cette année, l'humanité dans son ensemble a été blessée. Mais au milieu de cette souffrance, nous avons rencontré tant de bons samaritains sur notre chemin. Chacun d'eux a demandé « Comment puis-je aider mon voisin ? Comment puis-je servir ma communauté ?» Et pour moi, ils ont été une immense source d'inspiration. Parce que c'est de cela qu'il devrait toujours s'agir en politique. Comment puis-je servir ma communauté ? Depuis le début de la pandémie, l'Europe a travaillé pour suivre l'exemple du bon samaritain. Au tout début, nous avons procédé à des achats communs de masques et d'équipements de protection comme première ligne de défense. Nous avons ensuite financé la toute première initiative européenne en matière de chômage partiel pour sauver emplois et entreprises. Et enfin, nous avons mis sur pied un plan de relance appelé Next Generation EU qui aidera tous les Européens à sortir de cette crise ensemble. Nous avons mis notre puissance collective au service de tous les citoyens et pays d'Europe, en commençant par les plus durement touchés. C'est cela, la politique comme service. C'est le fondement de la pensée démocratique de l'Europe, mais aussi des célèbres paroles du président Kennedy. Il a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Ceci m'amène à ma deuxième réflexion. La politique comme responsabilité personnelle. Ces dernières années, les populistes ont cherché à trouver des boucs émissaires et non des solutions, y compris ici en Europe. Le débat public est devenu un jeu de reproches dans lequel la question centrale est « à qui la faute ?» plutôt que « comment puis-je aider ?» Ce n'est pas ma conception de la politique. Lorsque la pandémie a frappé, il aurait été facile pour nous, dans les institutions européennes, de nous retrancher derrière la question de compétence. La santé est une compétence nationale. Et pourtant, j'ai toujours pensé que nous devions prendre nos responsabilités individuellement et collectivement. Je voulais que l'Europe contribue à trouver une solution.
Et en fait, l'Union européenne a tant à apporter. Pensez aux vaccins. Jamais auparavant, l'Union européenne n'avait négocié avec des entreprises pharmaceutiques au nom des États membres. Mais cette fois, il y avait au moins 3 bonnes raisons de le faire. La première, réduire et répartir le risque. Lorsque nous avons engagé des discussions avec les entreprises pharmaceutiques, personne ne savait combien de vaccins seraient sûrs et efficaces. Des centaines d'entreprises travaillaient sur un vaccin. Certaines d'entre elles étaient de grandes entreprises qui utilisaient des méthodes traditionnelles et bien établies. D'autres étaient de plus petites entreprises utilisant des technologies innovantes dont les perspectives de réussite étaient incertaines. Parmi ces entreprises innovantes figuraient BioNTech, CureVac et Moderna. Devions-nous parier sur les grands acteurs bien établis ou sur ceux qui innovent? Notre stratégie a toujours été de répartir les risques. Il nous fallait investir dans le plus grand nombre possible de vaccins. Ce faisant, nous avons accru nos chances de parier sur le bon cheval. Nous avons également permis à de petites entreprises pharmaceutiques de renforcer leur capacité de production. Aucun pays européen n'aurait pu, à lui seul, investir dans un portefeuille de vaccins aussi large. Et sans l'aide de l'Union européenne, il n'aurait pas été possible de produire autant de vaccins aussi vite. Deuxièmement, quand l'Europe négocie avec les entreprises pharmaceutiques, elle est beaucoup plus forte que chacun des 27 États membres individuellement. Notre pouvoir d'achat est plus grand face aux fabricants pharmaceutiques et nous pouvons obtenir de meilleures conditions, par exemple en matière de responsabilité, de délai de livraison et de prix. Et troisièmement, quand nous agissons ensemble, tous les Européens ont le même accès aux vaccins. Si l'Union européenne n'était pas intervenue, il aurait été plus difficile pour les petits États membres de se procurer assez de vaccins. Au lieu de cela, nous avons veillé à ce que l'ensemble des 27 pays reçoivent les premiers vaccins le même jour, le 27 décembre. Et si tous les vaccins de notre portefeuille obtiennent le feu vert, nous aurons 2,3 milliards de doses pour 450 millions d'Européens et pour nos voisins proches. Parce que l'Europe a pris ses responsabilités. Nous sommes intervenus et nous avons fait la différence pour tous les Européens. Mon troisième et dernier point traite de l'alliance entre l'ambition et le réalisme. La politique comme vision et pragmatisme. Il est important, notamment en période de crise et d'incertitude, que la politique se fixe un cap clair et qu'elle ait une vision claire de l'avenir. Mais elle a aussi besoin de dirigeants capables de trouver les moyens appropriés pour réaliser cette vision. C'est la leçon à apprendre des fondateurs de l'Europe. Robert Schuman rêvait d'unir notre continent après 2 guerres mondiales dévastatrices. Nombreux étaient ceux qui avaient le même rêve. Mais Schuman avait compris que le rêve devait être fondé sur quelque chose d'aussi concret et pragmatique que possible: le charbon et l'acier. C'était, selon ses propres termes, un point limité mais décisif. La mise en commun des productions de charbon et d'acier était une étape concrète et réaliste, et elle pouvait changer le destin de l'Europe à jamais.
Je pense que chaque nouvelle génération de dirigeants européens se trouve face à une tâche similaire. Définir une vision de l'avenir de l'Europe et trouver les étapes concrètes qui peuvent nous rapprocher de l'objectif ici et maintenant. C'est ce que nous avons tenté de faire depuis le début de notre mandat, tout au long de la pandémie. Nous nous sommes fixés certains objectifs ambitieux pour l'avenir de l'Europe. Réconcilier notre économie avec la santé de notre planète, notre pacte vert pour l'Europe. Renforcer notre souveraineté au sein du monde numérique et réconcilier la dimension sociale et le marché dans notre économie. C'était notre objectif il y a un an et ça l'est toujours. Une Europe verte, numérique et équitable. Et avec notre plan de relance, Next Generation EU, nous avons créé un outil incroyablement puissant pour atteindre cet objectif. Et permettez-moi de vous expliquer brièvement pourquoi. Sur le climat, les grandes conférences catholiques ont accueilli au fil des années plusieurs experts sur le changement climatique. Je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il est urgent d'agir. Nous devons assumer la responsabilité de la création qui nous a été confiée, mais qui ne nous appartient pas. Et c'est pourquoi, depuis le début de mon mandat, j'ai fixé des objectifs ambitieux pour réduire notre empreinte sur l'environnement. Notre principal objectif est de parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050. Et pour y parvenir, nous devons réduire nos émissions de 55% dès la prochaine décennie. Mais il y a bien plus. Nous avons aussi fixé des objectifs concernant l'utilisation des pesticides, le recyclage, le reboisement, l'économie circulaire et la liste n'est pas terminée. Notre pacte vert pour l'Europe est pour nous d'une importance comparable au premier pas de l'homme sur la Lune. Parce qu'en effet, nous visons les étoiles. Et pour y parvenir, nous avons défini un plan par étapes très clair. Nous avons une vision pour l'avenir et nous savons comment la mettre en pratique. Certains pourraient penser qu'en temps de crise économique, l'action en faveur du climat peut attendre. C'est le contraire qui est vrai. La recherche montre que les investissements dans les énergies renouvelables créent 2 fois plus d'emplois que les investissements dans les combustibles fossiles. Le pacte vert pour l'Europe est bon pour l'environnement et pour l'économie. C'est notre nouvelle stratégie de croissance. Et grâce à notre fonds de relance, Next Generation EU, nous pouvons favoriser et accélérer une relance véritablement verte. Par exemple, nous voulons investir dans l'hydrogène renouvelable, un puissant combustible pour l'industrie lourde, qui ne pollue pas notre atmosphère. Mais il ne s'agit pas seulement des grandes industries. Nos bâtiments, y compris nos logements individuels, représentent 40% de nos émissions de carbone. Nous allons donc investir dans la rénovation et la modernisation des bâtiments, tant publics que privés. Next Generation EU a beaucoup à offrir aux familles et aux entreprises dans toute l'Europe. Plus d'un tiers de Next Generation EU, environ 250 milliards d'euros, financera la relance verte. Avec Next Generation EU, nous pouvons nous rapprocher beaucoup plus de nos objectifs climatiques. Il s'agit
d'un pas concret vers notre vision d'un continent plus vert. Ce sont là nos objectifs en matière de climat. Permettez-moi de vous dire également quelques mots sur nos objectifs numériques. L'économie numérique contribue déjà énormément à la croissance de l'Europe. Nul besoin d'aller loin pour s'en rendre compte. La ville belge de Louvain a été désignée capitale européenne de l'innovation l'année dernière. Certaines découvertes révolutionnaires viennent de là, dans le domaine des technologies de la santé par exemple. De nouveaux médicaments, de nouveaux appareils médicaux et de nouveaux logiciels sont conçus à quelques kilomètres d'ici. Nous, Européens, avons le potentiel pour être leaders mondiaux dans la transition numérique. Mais nous ne sommes pas encore les leaders que nous pourrions être. Pendant des années, les entreprises numériques européennes ont rencontré bien plus d'obstacles que leurs concurrents. Notre investissement dans l'intelligence artificielle a pris du retard par rapport à celui des États-Unis et de la Chine. En conséquence, trop de startups européens sont partis pour pouvoir se développer. Je veux que cela change. Je veux que les années 2020 soient la décennie numérique de l'Europe. C'est pourquoi 150 milliards d'euros de Next Generation EU financeront l'investissement dans le numérique. Nous investirons dans des technologies de pointe, telles qu'une nouvelle génération de superordinateurs fabriqués en Europe. Mais nous nous efforcerons également de faire profiter chaque entreprise européenne et chaque travailleur européen des avantages de l'ère numérique. Next Generation EU peut permettre le déploiement de l'Internet à haut débit dans les villages européens les plus reculés. Il peut aider les petites entreprises à apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle dans leur travail quotidien. Il peut créer de nouveaux pôles d'innovation, comme celui que vous avez à Louvain. Et ce faisant, il permettra la création de nouveaux emplois qui seront essentiels à la relance européenne. L'Europe s'est construite sur le charbon et l'acier. Avec Next Generation EU, l'Europe peut se reconstruire sur l'écologie et le numérique. Notre vision d'une Europe meilleure ne serait pas complète sans une troisième dimension, la dimension sociale. C'est d'autant plus urgent en temps de crise et de relance. Il y aura des secteurs et des entreprises qui se redresseront plus rapidement et d'autres connaîtront davantage des difficultés et de revers. L'Europe doit être là pour tous, pour chaque secteur et chaque région, pour une relance juste qui ne laisse personne de côté. Certains travailleurs auront besoin de nouvelles compétences. Pensez par exemple aux métiers de la construction qui rendront nos logements plus économes en énergie. L'année dernière, nous avons présenté une stratégie en matière de compétences afin de garantir l'accès à l'éducation, à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie pour tous. La dimension sociale ne concerne pas seulement les compétences. Il s'agit également de veiller à ce que le travail paye pour tous les travailleurs. Il s'agit d'avoir de bonnes conditions de travail pour tous, y compris les travailleurs de plateforme. Il s'agit de l'égalité des chances et de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que pour toutes les personnes sans distinction de couleur. Il s'agit de mettre fin à la pauvreté des enfants, car tous les enfants naissent égaux
quelle que soit l'origine de leurs parents. C'est ce que je voulais dire au tout début de mon mandat, lorsque j'ai dit que nous devions réconcilier la dimension sociale et le marché dans notre économie. C'est la tradition européenne de l'économie sociale de marché. Une idée née dans la pensée de l'Union européenne et qui est devenue un patrimoine européen commun. Chers invités, les grandes conférences catholiques sont nées en 1931, au milieu d'une autre grande crise pour notre continent. Et elles ont contribué à diffuser les idées de liberté et d'équité sociale sur le continent. À cette même époque, dans les années 1930, le philosophe français Emmanuel Mounier avait averti que la crise en Europe n'était pas qu'une crise économique, c'était une crise politique qui appelait également une réponse politique. Mounier a écrit, et je cite, « L'économie ne peut se résoudre séparément du politique et du spirituel. » La crise d'aujourd'hui est de nature très différente. Mais les paroles de Mounier restent vraies. La relance économique a besoin d'une âme. Elle doit rétablir la valeur économique, tout en étant fidèle aux valeurs fondatrices de l'Europe. Les valeurs de l'économie sociale de marché, les valeurs du progrès social et scientifique. Ça, c'est ma conception de la politique, celle que j'aimerais transmettre à la prochaine génération. Et moi, je vous remercie et je vous souhaite un bon travail pour les futures décennies. Je vous remercie très vivement, Madame la Présidente, chère Madame von der Leyen, de votre brillante allocution. Je crois pouvoir me faire l'interprète de toutes celles et tous ceux qui vous écoutent ce soir pour vous dire leur admiration par rapport à votre engagement. Je vais maintenant passer la parole au professeur Eduardo Traversa, président de l'Institut d'études européennes de l'Université catholique de Louvain et membre de notre comité. Le professeur Traversa va conclure cette soirée et dresser quelques perspectives. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonsoir. Les grandes conférences catholiques n'auraient pas pu trouver meilleur invité pour célébrer leur 90e anniversaire. De par son histoire, de par ses convictions, de par ses actions, Ursula von der Leyen incarne cette Europe qui a su tirer les leçons de son passé, qui a pu se reconstruire en rapprochant des peuples divisés et qui a désormais l'ambition d'être non seulement au service de ses habitants, mais de l'humanité tout entière. Durant ces quelques minutes, je souhaiterais parcourir avec vous ces 90 ans d'existence, ou 3 fois 30 ans, comme je vais le montrer, pour vous montrer comme la grande histoire se construit au travers de petites histoires, de récits d'hommes et de femmes qui, parfois à contre-courant de la tendance dominante de leur époque, ont eu le courage ou la folie de poursuivre leurs projets. Les grandes conférences virent le jour en 1931, à l'aube d'une décennie qui allait entraîner l'Europe dans une spirale de haine, de violence et de destruction inégalée dans son histoire. À cette époque, il n'y avait pas d'antibiotiques ou de vaccins, on mourait de tuberculose, de typhus ou d'une simple septicémie, comme une de mes grandes tantes que je n'ai jamais connue. Sur le plan social, il n'y avait pas de congé de maternité, de salaire minimum, ni même d'assurance maladie. Et sur le plan politique, la démocratie était en retard. Les femmes n'avaient pas le droit de vote et les fragiles démocraties sorties épuisées de la Première Guerre mondiale se transformaient
une à une en dictature. À cette époque, il fallait être donc un peu fou pour lancer ce projet de grande conférence, inspiré de valeurs d'indépendance, de liberté, d'universalité, d'émancipation sociale et de modération, en total porte-à-faux avec l'air du temps. Mais, comme disait Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est pourtant l'âge qu'avait Jean de Marais, étudiant à l'université Saint-Louis, lorsqu'avec Edmond Limbourg, Maurice Zec et Jacques Weldekens, ils lancèrent les grandes conférences. 30 ans plus tard, c'est une toute autre Europe que les grandes conférences racontent, portée par les rêves de Schuman, de Gasperi, de Spaak et d'Adenauer, qui se succèdent à cette tribune, s'ouvre une période de redressement économique, d'avancée sociale, de démocratisation politique et culturelle. Je songe au droit de vote des femmes et aussi d'accès à l'enseignement supérieur. Entre 1950 et 1970, la population universitaire passe de 5 000 à près de 50 000 étudiants. Durant les années 60, décennie court sous la von der Leyen passe à Bruxelles, son père et d'autres idéalistes, sous la présidence de Walter Hallstein, construisent ce projet un peu fou de communauté économique européenne, dans lequel finalement peu croyaient à l'époque. Un projet visant à unifier les anciens ennemis de manière pragmatique autour de projets d'intégration économique. Mais les années 60 sont aussi un monde et une Europe qui montrent des profondes divisions entre Est et Ouest, avec une situation qui s'apparentait davantage à une trêve armée qu'à une véritable paix. C'est une société aussi assez figée, peu d'espace est laissé à la diversité, à l'altérité et à la sensibilité. Je songe au rôle des femmes dans la vie politique et économique, à la reconnaissance des cultures non européennes ou à l'expression des sentiments et des fragilités dans les relations sociales. Mais c'est encore une autre Europe sur laquelle s'ouvre le troisième trentenaire d'existence des grandes conférences catholiques. Durant les années 1990, notre continent, après une période de stagnation, retrouve un nouveau souffle en lançant d'autres projets fous comme la suppression des frontières entre États membres, l'espace Schengen, le marché intérieur, la création d'une monnaie européenne unique ou sur la lancée de la réunification de l'Allemagne, un élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. De nouveau, il est difficile d'imaginer qu'à l'époque, ces réalités que personne ne conteste maintenant constituaient des paris incertains, très incertains, sur l'avenir. J'en veux pour preuve l'expression dubitative de mes enfants lorsque je leur parle de l'époque du franc belge, du Deutsche Mark ou de la lire italienne, lorsque je leur dis qu'il fallait passer la douane pour aller en vacances, ou encore que leurs parents sont nés de part et d'autre d'une ligne de séparation hermétique entre deux mondes opposés, appelés le rideau de fer. Et quand je leur rajoute qu'Internet n'existait pas, c'est tout juste s'ils me demandent si je ne croisais pas un dinosaure en allant à l'école. Mais c'est aussi une période, celle des années 90, bercée d'une certaine illusion, de l'avènement définitif d'une ère où le modèle occidental, basé sur la démocratie et l'économie de marché, se consoliderait et s'étendrait naturellement au reste du monde. La fin de l'histoire, comme disait le politologue Francis Fukuyama. Et cette confiance dans le fonctionnement du marché et de la consommation de masse masquait l'impact de notre mode de vie sur notre environnement et sur les inégalités sociales et raciales. Notre démocratie restait imparfaite, était encore
politiquement dominée par les hommes. Et nous voilà arrivés, 30 ans plus tard encore, à l'Europe d'aujourd'hui. Rarement dans son histoire déjà mouvementée, l'Union européenne n'aura eu à affronter autant de défis, aussi variés, aussi immenses. La présidente von der Leyen a évoqué la pandémie, le réchauffement climatique et la digitalisation, et aussi le renforcement de l'harmonisation en matière sociale et fiscale. Mais il y a également d'autres défis, le Brexit, les relations tendues avec nos voisins russes et turcs sur fond de migration et de guerre dans le Caucase, le nouveau partenariat à construire avec les États-Unis, la relation de collaboration et confrontation avec la Chine, la coopération avec l'Afrique, et j'en passe. Cette liste fait davantage penser aux 12 travaux d'Hercule qu'à un programme d'action d'une institution dont on a longtemps douté de l'utilité. L'ensemble de ces tâches est sans aucun doute beaucoup trop pour un seul homme. La Providence a donc bien fait les choses en nous donnant une femme pour les porter à bien. Et les premières réalisations de la commission von der Leyen, malgré ou peut-être à cause de la pandémie, sont encourageantes. En un peu plus d'un an, la commission a joué un rôle de coordination fondamental dans la gestion de la crise du Covid-19, allant de l'échange d'informations médicales entre États membres à l'approvisionnement en matériel et maintenant à l'achat et à la répartition des vaccins, y compris en faveur d'États non membres de l'Union. Comme l'a souligné la présidente, la Commission a pris ses responsabilités même si elle n'en avait pas les compétences institutionnelles. Peut-être une telle méthode pourrait inspirer certains de nos politiques ici en Belgique. La Commission von der Leyen a aussi jeté les bases de la relance en doublant pratiquement le budget de l'Union européenne via le programme Next Generation EU et en l'affectant aux aides aux régions les plus touchées par la pandémie, aux investissements dans l'environnement et dans la digitalisation. Par ailleurs, dans le cadre du Green Deal, la Commission a fixé de très ambitieux objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Tout ça en négociant en parallèle un accord avec le Royaume-Uni sur la nouvelle relation post-Brexit et en arrivant à maintenir l'unité des autres États membres derrière Michel Barnier, que nous avons accueilli à notre tribune. Un début donc plus qu'encourageant, qui est de bon augure pour la suite. À l'aube d'une décennie qui nous amènera au centenaire des grandes conférences catholiques, je souhaiterais conclure par une mise en garde et un espoir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire preuve de mémoire et de modestie. Aucune bataille n'est définitivement gagnée et chaque époque ne progresse que si elle n'oublie pas les acquis des précédentes. Et la période où les grandes conférences sont nées nous rappelle la fragilité de la démocratie, sans laquelle rien n'est possible. Protéger nos institutions démocratiques, les réformer là où c'est nécessaire en évitant de les affaiblir, est une condition essentielle pour pouvoir continuer à agir collectivement. Et aujourd'hui, au sein même de l'Union européenne, la démocratie est en péril. Chaque jour, dans des États membres, comme la Hongrie, la Pologne, le gouvernement en place porte atteinte à la liberté de la presse, aux droits des femmes ou à l'indépendance de la magistrature, à tel point qu'il est devenu encore difficile de parler de démocratie dans ces pays. Si rien n'est fait, ces comportements menacent de s'étendre à d'autres États et de gangrener le reste de l'Europe. C'est notre responsabilité à tous, et en premier lieu
de celles et ceux qui sont les gardiens des valeurs démocratiques de l'Europe, d'agir. Comme disait la jeune poétesse Amanda Gorman lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris il y a quelques jours, et je traduis, « Mais alors que la démocratie peut être à certains moments retardée, elle ne peut être vaincue pour toujours. À cette vérité, à cette foi, nous croyons, car pendant que nous portons les yeux sur l'avenir, l'histoire porte les yeux sur nous. » Mon espoir maintenant est que la période si particulière que nous vivons nous aide à redécouvrir ce qui fait notre humanité, dans nos relations quotidiennes avec nos proches, avec nos parents, avec nos enfants, nos collègues, mais aussi avec de simples étrangers dans la rue, et qu'elle inspire aussi jusqu'aux leaders politiques, économiques et spirituels du monde de demain. Cette espérance se retrouve aussi dans les mots du pape François, dans son encyclique Fratelli Tutti, où il nous invite à ce qu'il appelle l'amour ou l'amitié sociale, qui, je cite, se manifeste dans toutes les actions qui essayent de construire un monde meilleur et est une force capable de susciter de nouvelles voies pour affronter les problèmes du monde d'aujourd'hui et pour renouveler profondément de l'intérieur les structures, les organisations sociales, les normes juridiques. La présidente von der Leyen nous a confié que la politique était pour elle un service, avec d'autres figures comme Angela Merkel, qui l'a toujours accompagnée et soutenue, et récemment maintenant le tandem Biden-Harris aux États-Unis. Ces personnalités montrent que la politique basée sur l'amour de la démocratie, sur l'empathie, sur le dialogue, sur la modération, que la politique nourrie par la science et la compétence, mais aussi par l'expérience de la beauté et de la fragilité de la vie, peut gagner et contribuer à nous rendre tous meilleurs. Mesdames et messieurs, c'est également avec ce sentiment d'amitié sociale que les grandes conférences catholiques, depuis 90 ans, visent à vous offrir le témoignage de personnalités qui, chacune, à leur manière, œuvrent pour un monde de paix et de fraternité. Puissions-nous encore accueillir encore beaucoup de ces hommes et surtout de ces femmes dans les décennies à venir. Au nom du Comité des grandes conférences catholiques, je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. Bonne soirée.